Pierre Nantel. C'est peut-être pas le Nantel le plus drôle au Québec, mais c'est le plus crédible pour parler de politique. Vous écoutez Pierre Nantel. Stéphanie, rassure-moi s'il vous plaît. Que se passe-t-il à Ottawa? Écoute, je ne peux plus te rassurer, Pierre. Caroline. Je vais dire, n'étant moi-même pas rassurée, je peux pas faire semblant. Je peux pas venir ici aujourd'hui te mentir et tenter de te rassurer. Écoute, nouveau rebondissement. J'imagine que tu as reçu les alertes sur ton téléphone, toi aussi. Nouveau rebondissement. Donc, Justin Trudeau a annoncé qu'il allait procéder à un remaniement pas plus tard que demain. Donc, demain, a priori, il y aura un rebrassage de cartes. Évidemment, parce qu'il y a quand même des ministres. Est-ce que ça l'inclut lui-même? On dirait que non. Caroline. Il pourra en profiter, en effet, rebrasser les cartes puis dire, bon, ben écoutez, c'était mon dernier, voici le nouveau cabinet, je m'en vais. Mais je pense pas que c'est ça qui va se passer. Moi, j'ai l'impression que Justin Trudeau, il voit quelque chose que toi et moi, on ne voit pas et que très, très peu de Canadiens voient, c'est-à-dire une chance qui puisse se maintenir au pouvoir et rester au gouvernement. Et éventuellement amener ses troupes à nouveau à la victoire. Parce que la réalité, c'est que si tu fais à ce moment-ci un remaniement ministériel, t'es essentiellement en train de former ton cabinet de guerre. Hein. T'es en train de préparer qui sera sur la ligne de départ advenant la prochaine campagne électorale. Lors de la prochaine campagne électorale. Et c'est Exactement. aussi ton cabinet de guerre, le moins mal choisi, mais de relations avec les États-Unis aussi. Ben oui, exactement. Je trouve que ça, là, Justin Trudeau le perd vraiment de vue. Peut-être que lui, dans sa tête, c'est probablement son objectif numéro 1, mais moi, je pense qu'il n'a plus en ce moment, au moment où on se parle, du moins la légitimité, ni même la force de tenir tête à un Donald Trump. Dans quelques semaines à peine, là, dans un mois, plus un jour, Donald Trump est président des États-Unis, nous a déjà promis une guerre commerciale qui aura des effets dévastateurs sur notre économie. Et là, nous, on se lance dans cette guerre-là avec un gouvernement plus fragile que jamais, avec des nouveaux ministres qui connaissent pas nécessairement la dynamique canado-américaine, qui n'ont pas nécessairement renégocié des accords multilatéraux comme la CEUM, par exemple. C'est Chrystia Freeland qui a cette expertise-là. Et elle a quitté. Donc, moi, je suis extrêmement inquiète là, de quel genre de dynamique on va avoir là, le 21 janvier. Stéphanie, je te comprends tout à fait. Puis des fois, je me dis, le monde, il nous écoute et ils disent, mon Dieu, qui accorde une importance à ça, il capote. Ben oui, mais honnêtement, pas du tout. Puis à un point tel où ça amène chez moi des réflexions, comme par exemple, hier, j'ai bien remarqué que sur Illico Plus, on pouvait écouter Hot Ones Québec avec Marc-André Grondin. Et qui avait un invité, c'était Justin Trudeau. Alors demain, on a la chance de s'en parler. Marc-André Grondin va venir nous parler de ça en vidéo comme toi pour pouvoir parler du passage de Justin Trudeau. C'est quand même pas banal. Et je l'ai écouté. Puis des fois, je me dis, y a-tu comme un as dans sa poche? Y a-tu quelque chose? Je suis prêt de dire, ah ben tiens, on voit des images. C'est très drôle parce que on le voit. Marc-André Grondin a expliqué à M. Trudeau qu'il avait le droit de trouver ça très épicé puis qu'il y avait plein de monde qui s'était arrêté en cours de route. Mais il s'est rendu jusqu'au bout, vraiment, jusqu'à la dernière. Puis il y a des séquences où on voit très bien qu'il souffre affreusement. Oui, c'est ça, il souffre. Mais je te parle de Justin ça parce Trudeau, qu'il y a du goût quand même. Ben c'est ça. En campagne, c'est un gros campaigner, ça. Oui. C'est un gros campaigner. Plus d'une fois, là, on a pensé qu'il allait perdre ses élections, qu'il allait pas gagner sa course à la chefferie. Et pourtant, à chaque fois, il nous a surpris. Mais là, on est vraiment dans un autre contexte. Hein. Depuis plus qu'un an, il est 20 points derrière Pierre Poilievre. Peu importe ce qu'il fait, là, ça fait 9 ministres qui perdent depuis juillet. C'est un deuxième remaniement en même pas 18 mois. Le NPD a déchiré l'entente. On est toujours à un vote, en fait, de plus avoir de gouvernement et de repartir en élection. Donc, on est vraiment dans une situation extrêmement précaire, extrêmement fragile sur le plan politique. Moi, j'ai jamais vu ça, là. Ça fait un moment, là, que je commence à suivre ça, la politique, et j'ai jamais vu ça. Rien de proche, en fait, même, d'aussi fragile. Et Justin Trudeau en est l'unique responsable. Puis, ce qui est intéressant, je réfléchissais à ça. Tu sais, pourquoi est-ce que Chrystia Freeland et lui, la relation assez envenimée, parce qu'il y a quelques années, quand même, on disait que c'était des très, très proches. Mais j'ai commencé à réfléchir un peu à quand on a vu les relations se dégrader entre elles et lui. Puis je pense vraiment qu'on remonte à l'élection partielle du 24 juin dernier dans Toronto-Saint Paul. Toi et moi, on en avait d'ailleurs parlé cet été ensemble. Un bastion libéral, là, tu sais, ce qu'il y a de plus libéral. Là. Mais n'importe qui porte les couleurs rouges, ça gagne d'habitude.
et ils ont perdu. Et je pense que Justin Trudeau tient Chrystia Freeland responsable de cette défaite-là. Mais non, oui. Mais non, mais c'est lui le chef. Il est l'unique responsable de cette défaite-là. Il est l'unique responsable aussi de l'ensemble des défaites depuis. On peut pas toujours se cacher derrière ses soldats. Puis je pense vraiment que là, Justin Trudeau doit prendre acte, en fait, de la situation dans laquelle il se retrouve, dont il est le principal artisan. Et le schisme actuel avec Chrystia Freeland, pour moi, en tout cas, vient annuler une des options qui était, tant qu'à moi, sur la table pour Justin Trudeau, c'était de dire, écoutez, je sais que vous êtes tanné de me voir la face, fait que je vais donner beaucoup d'importance, un peu comme une espèce de co-leadership, une espèce de bras droit de Justin Trudeau, c'est Chrystia Freeland, et plus que jamais en campagne aussi, puis on va faire nos discours ensemble, mais ça, ce n'est plus possible. Est-ce qu'il y a une alternative à ça? Mélanie Joly, qui n'a pas la même crédibilité, en tout cas, sérieuse. Tu sais, moi, j'ai beaucoup d'espoir pour elle, mais... Oui, franchement, elle a fait ses classes et elle a fait ses preuves dans les dernières années, mais tu as raison de dire que Chrystia Freeland, elle a cette crédibilité-là que très peu d'acteurs politiques ont. Faisons un peu de politique fiction, toi et moi. Advenant là, que Justin Trudeau, il décide pas là, d'appeler Chrystia Freeland pour lui dire tu t'en vas, pour que je te remplace avec quelqu'un qui n'est pas trop attaché. Tu n'as pas fait cette grave erreur. Mettons qu'il le fait pas, OK? Il a fait pas cette erreur-là. Chrystia Freeland, elle porte l'odieux de cette mise à jour économique-là, se lance en janvier. On survit là. On part en vacances de Noël comme tout le monde. On s'en va début janvier. Chrystia Freeland lance les négociations canado-américaines sur le fentanyl sur la frontière. Et elle a cette responsabilité-là. Arrive à soutirer, espérons comme la dernière fois en 2018, quelques gains. Elle a tout à fait la voie pavée pour reprendre les rênes. Justin Trudeau a la voie pavée pour dire, écoutez, moi, là, j'ai fait mon temps, puis voyez, Chrystia Freeland, encore une fois, on lui a donné un mandat, elle a réussi, elle est la femme pour tenir tête à Donald Trump, je lui cède les rênes. C'était possible, ça. Et ça donne une sortie honorable à tout le monde. Une sortie honorable à tout le monde, une entrée en fonction transitoire, assez tranquille pour Chrystia Freeland sur une belle victoire. Évidemment, on le sait pas, c'est Donald Trump. Tout ce qu'on dit en ce moment, c'est de la politique fiction, mais absolument. Quand même, disons qu'elle a fait ses preuves. Elle a été capable de faire des tours de force avec l'Europe par le passé, avec les États-Unis par le passé. Il n'y a pas de raison qu'elle n'aurait pas, du moins, été capable d'aller négocier quelconque entente avec les Américains, et elle aurait pu prendre la transition et avoir disons un contexte politique et économique qui s'ensuit plus doux, là, parce qu'en ce moment, c'est une crise montée de toutes pièces par Justin Trudeau. Oui, mais est-ce que c'est réchappable? Ce que tu viens de décrire, là, non seulement... Non, mais tu sais, regarde, honnêtement, là, ça m'intéresse pas ce qui se passe au Parti libéral, moi, dans la vie. Là. Honnêtement, je n'ai rien à battre. Mais je suis citoyen du Canada. Puis actuellement, il y a un grand problème à la tête, à la timonerie du bateau. Et là, ce que tu viens de décrire, c'était une bonne alternative, en tout cas libérale peut-être. Mais le ton de Donald Trump actuellement, je trouve, puis j'ai ouvert mon émission là-dessus, je trouve qu'il y a une espèce de moment national. Là. On aimerait ça voir un peu plus de dignité, de solidarité. On voudrait voir M. Poilievre être un peu plus digne, moins partisan. Et même les différents premiers ministres, différentes provinces et territoires, se dire qu'est-ce qu'on peut faire pour régler ça. Alors, est-ce que faire amende honorable puis ramener Mme Freeland au bercail, est-ce que ça se peut ou c'est encore incrédible et Poilievre va rire toute sa vie? Poilievre va rire toute sa vie, mais je veux dire, je pense qu'il n'y a pas personne qui voit ça arriver, y compris Justin Trudeau, y compris Chrystia Freeland. Je pense que là, le mal est fait. Dans le contexte où Justin Trudeau est chef du Parti libéral du Canada, je ne vois pas Chrystia Freeland accepter encore d'être deuxième derrière lui. Je vois pas ce scénario-là. Je pense qu'elle a tracé la voie carrément pour une éventuelle course à la direction. Cela dit, ce qui est encore possible au moment où on se parle, ça serait que Justin Trudeau, pendant les fêtes, dise bon, au retour, on va proroger le Parlement, on va permettre donc une transition de pouvoir, que ce soit par l'intérim ou une course rapide. Mais même si ça arrive, là, c'est un premier ministre intérimaire qui affronte Donald Trump, ou c'est quelqu'un qui est en course, puis un premier ministre en bon français en phasing out. Donc, on est quand même dans une situation extrêmement précaire et fragile face à un Donald Trump qui rentre en force avec ce deuxième mandat-là, en grande force, avec toute la légitimité du monde. Puis là, il va aller chercher des gains, il va se bomber le torse, il va dire « America first ». Puis savez-vous quoi? Il a pas tort, parce que là, il pense à ses citoyens, puis c'est ce qui s'en vient. Il commence son mandat sur ce ton-là. On peut s'attendre à un 4 ans de Donald Trump
assez protectionniste. Oui. Stéphanie, politique fiction, puis tu sais, j'ai déjà proposé des affaires un peu flyées à Ottawa, puis ça n'a pas passé pantoute. Est-ce qu'on peut imaginer un comité pour négocier avec les États-Unis qui serait bipartisan, compte tenu de la situation entre deux eaux au niveau électoral actuellement? Est-ce qu'on pourrait imaginer ça? Est-ce que M. Poilievre s'y prêterait? Moi, je pense qu'il s'y prêterait pas, là, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer? On nomme un comité ad hoc avec des gens de tous les partis, par exemple. Dans l'absolu, ça se peut tout à fait. Dans une situation de gouvernement minoritaire, de vouloir avoir tes meilleurs joueurs autour de la table, peu importe la couleur politique, je dirais même aussi d'avoir tes provinces, là, tes premiers ministres des différentes provinces, pas loin. Pour moi, ça a tout plein de sens. Et dans le contexte actuel, où le ton est épouvantable à Ottawa, où Pierre Poilievre a paralysé la Chambre des communes, il a laissé rien passer qui est signé libéral, essentiellement. Je vois pas ça arriver. Pierre Poilievre, il ne s'élève pas au-dessus de la mêlée en ce moment. Il ne propose absolument rien. Et c'est certainement ce que ses conseillers politiques lui recommandent de faire, c'est-à-dire ferme ta boîte et tu seras PM. C'est ça. Mais laissons-lui l'odieux de dire non. Ça serait honorable. Tu sais. Ouais, ben laissons-lui l'odieux de dire non. Ça serait honorable. Parce que les conservateurs, là, moi, quand j'avais fait une coalition des chefs des différents partis pour s'engager à combattre les gaz à effet de serre, puis à dire que ce sera notre manière d'y arriver qui sera en campagne électorale, il y avait le NPD, le Bloc et le Parti vert. Ben, les conservateurs ont dit non, c'est bien trop le fun de taper sur le clou de la taxe carbone des libéraux. Fait que malheureusement, mais laissons-lui l'audace de dire non. Montrons qu'il est si partisan qu'il ne veut pas participer à quelque chose comme ça. On verra bien. La réalité, c'est qu'en ce moment, il gère la crise. Je pense même pas que Justin Trudeau il est capable d'envisager quelconque stratégie politique de cette nature-là. Je pense qu'il essaie de survivre jusqu'à demain. Puis ça, c'est dangereux. Un premier ministre d'un pays qui gouverne à la journée, à un moment donné, là, ça fait quand même quelques semaines qu'il gouverne à la journée, ça n'a plus de bon sens. On n'est pas là pour on se parle demain avec très, très grand plaisir. C'est tellement important. Demain, c'est encore une grosse page qui va se tourner. Merci beaucoup, Stéphanie. À demain. Stéphanie Toubin. Salut, à demain.